c'est un droit d'ordre public et qu'on ne peut pas interdire à un salarié de démissionner. Je vous en parle parce qu'il y avait des cabinets d'experts comptables qui mettaient des clauses, notamment, j'ai trouvé 2 arrêts sur le sujet, des clauses dans les contrats de travail, comme quoi on avait interdiction de démissionner sur une certaine période, et notamment sur la période fiscale, là. Eh bien, ça, c'est pas légal. On ne peut pas mettre dans les contrats de travail qu'on n'a pas le droit de démissionner. Un salarié peut démissionner à tout moment. Euh, les clauses de dédiformation, bah ça c'est quand même un obstacle de fait à la démission. Une clause de dédiformation, qu'est-ce que c'est? C'est quand on paye une formation assez onéreuse à un salarié qui n'est pas prise en charge intégralement par l'organisme de formation, bah, on a envie d'avoir un retour sur investissement. Parce que c'est vrai que si on lui paye une formation et que tout de suite après sa formation, il se barre pour aller faire valoir ses compétences ailleurs, c'est quand même gênant pour l'employeur. Donc dans ces cas-là, on peut en fait conclure avec le salarié une clause par laquelle le salarié va s'engager à rembourser une partie des frais de formation de manière dégressive, c'est-à-dire que s'il démissionne au bout de 3 mois, eh bien, par exemple, il va rembourser, je dis n'importe quoi, 60% des frais de formation. S'il démissionne au bout d'un an, il va rembourser, etc. Bah, c'est quand même un peu un obstacle, hein. On est d'accord à la liberté de démissionner, mais c'est quand même considéré comme valable. Alors, oui, oui, ah bah oui, parce que sinon c'est abusif. C'est-à-dire ben oui, parce que si l'employeur débourse pas un centime sur la formation, c'est abusé d'aller demander au salarié de rembourser des frais qu'il n'a pas engagés. Donc c'est effectivement dans ces conditions. La démission, elle est libre. Le Code du travail ne vous dit pas que ça doit être nécessairement par écrit, mais il faut quand même s'assurer qu'elle soit faite dans des formes qui donnent déjà une date certaine et qui en fait ne soient pas équivoques et qui soient claires. Et c'est pour ça que je vous dis qu'une démission, eh bien, ça ne doit pas en fait s'expliquer par des reproches. Ah, je démissionne parce que mon employeur, il a fait ceci, cela. Parce que sinon, c'est pas très clair. La démission, ça ne doit pas non plus être abusif, hein. C'est-à-dire révéler par ces circonstances une intention un petit peu malveillante ou une légèreté blâmable. Là, je vous cite des exemples, notamment celle d'un chauffeur routier qui a démissionné par SMS et qui avait laissé son camion sur une aire d'autoroute à 400 km du siège de l'entreprise. Ben non, ça c'est une démission abusive. Pareil, une démission avec un dénigrement de l'employeur voilà, ça se fait pas non plus. Je vous disais qu'il n'y avait pas donc de formalisme, mais que bah voilà, on conseille vraiment de demander un écrit, mais il faut toujours quand même vérifier si le contrat de travail ou la convention collective n'exige pas une forme particulière. Et moi, je conseille en fait dans les contrats de travail de prévoir un petit quelque chose. Parce que c'est comme le Code du travail ne dit rien, si la convention collective ne dit rien, bah, c'est peut-être voilà, plus simple de prévoir dans le contrat de travail les conditions dans lesquelles le salarié peut démissionner. Alors, il n'est pas nécessaire que l'employeur accepte la démission pour qu'elle puisse produire ses effets, hein. C'est pas, vous savez, souvent, quand un ministre démissionne, on dit ah le président a accepté sa démission et tout. Bah là, qu'il accepte ou qu'il refuse la démission, ça ne change rien. Elle produira toujours ses effets. Attention, une absence injustifiée ne peut jamais être considérée comme une démission. On ne peut pas dire mon salarié vient plus, il a abandonné son poste, moi je fais son solde de tout compte, c'est une démission. Eh bien non, ça ne marche pas parce que c'est implicite, c'est flou, c'est pas clair, c'est équivoque. Donc, lorsqu'on est confronté à une situation d'abandon de poste, eh bien, on est obligé de mettre en place une procédure de licenciement, mais on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une démission. La démission, elle ne peut pas non plus se déduire de certains comportements. Un salarié qui dit oh, j'en ai marre, je vais partir et tout, l'employeur ne peut pas dire bon, ok, très bien, tu as démissionné. Ça, c'est pas possible. Attention aux situations ambiguës. Là aussi, il y a eu, en fait, c'est par rapport au contrôle URSSAF, il y a eu des redressements de salariés qui avaient démissionné. En fait, ils avaient été
très fortement incités par leur employeur à démissionner pour se mettre derrière auto-entrepreneur et continuer en fait à travailler hein, de fait un petit peu pour l'entreprise. Là aussi, la démission peut être considérée comme ayant été viciée. Le salarié, il doit avoir eu pleine conscience de ses actes et en pleine possession de ses facultés mentales, je vous le disais. Alors attention, quand un salarié démissionne sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère, parce qu'il s'est passé quelque chose, et que derrière, eh bien, il y a une rétractation ou qu'il y a production d'un certificat médical. Dans ces cas-là, la démission, on ne peut pas considérer qu'elle a été claire et réfléchie. La démission, elle ne peut pas non plus hein, avoir été réalisée sur un coin de bureau sous la contrainte hein, de l'employeur. Ça, c'est pas possible, hein, sous la menace. Je dis souvent, par exemple, un salarié dans une entreprise qui a été accusé de telle ou telle chose, l'employeur lui dit vas-y, démissionne, sinon je porte plainte. Bah non, la démission, elle n'est pas valable. Donc, quand on démissionne, on doit effectuer un préavis. Eh bien, là encore, le Code du travail est muet. Il ne définit pas le préavis qui est à réaliser par le salarié. Donc, c'est la convention collective qui donc détermine le préavis. Et si la convention collective ne dit rien, eh bien, ce sont les usages ou le contrat de travail. Donc, le préavis commence à courir à compter de la date de réception de la lettre par l'employeur. Mais si vous êtes en accident du travail, en maladie pro ou en congé, eh bien, votre préavis va être suspendu et il reprendra qu'à votre prise de travail. Par contre, si vous démissionnez pendant que vous êtes en vacances, justement, eh bien là, votre préavis ne commence à courir qu'à votre retour au travail. Si l'employeur dit oh, très bien, tu as démissionné, je ne veux plus te voir au travail, eh bien votre employeur vous devra une indemnité compensatrice de congé. Et si au contraire, c'est votre salarié qui n'effectue pas son préavis sans avoir été autorisé, eh bien il doit une indemnité compensatrice à l'employeur. La démission, elle est définitive, mais parfois, elle peut être révoquée. Hein, on peut changer d'avis, hein, tout arrive, hein, on fait des erreurs dans la vie et on a possibilité finalement d'un commun accord hein, entre employeur et salarié de se dire, bah non, finalement, la démission, elle fait plus d'effet, on se remet ensemble. Et attention toujours à vérifier qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence. Alors les jeunes pendant les jobs d'été, bah oui, on peut recruter des mineurs, hein, des mineurs de n'importe quel âge, on va dire, dans certains métiers, ça commence même très tôt. De manière générale, c'est plutôt au-dessus de 14 ans hein, qu'on peut les embaucher. Il y a bien sûr des règles spécifiques. Il faut des travaux légers et il faut parfois eh bien, demander bien sûr l'autorisation à l'inspection du travail. Donc, si votre jeune il a plus de 18 ans, c'est un salarié lambda, il ne se passe rien. Par contre, s'il a moins de 18 ans, il ne faut pas l'affecter à des travaux qui peuvent être susceptibles d'affecter sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Alors, moralité, on pense tout de suite débit de boissons, discothèques, restaurants, alcool, etc. Il faut savoir que déjà, dès qu'il y a un lien de parenté, ah bah là, c'est open bar, si je peux dire. C'est que, en fait, vous pouvez avoir un mineur qui travaille sans demander l'autorisation à personne parce qu'on considère que moralement, vous avez l'obligation de veiller à ce que tout se passe bien. Si votre salarié a un diplôme ou est en train de justement préparer un diplôme qui a un lien avec votre activité, par exemple le bar ou la restauration, bah là aussi, même s'il a 16 ans, pas de souci, il peut être dans le bar. Et de la même manière pour les travaux dangereux, hein, si par exemple il a un diplôme de chaudronnier, des choses comme ça, et qu'il n'a que 17 ans, aucun souci. Attention, hein, il y a des amendes, hein, c'est du pénal. Donc, je vous le disais que s'il a moins de 16 ans, c'est autorisation impérative de l'inspecteur du travail. Par contre, hein, s'il a moins de 18 ans, eh bien, il faut simplement l'accord des représentants légaux, des parents, ou tuteurs, etc. Le contrat de travail est obligatoire, hein. C'est pas parce que c'est un job d'été qu'on se dit, oh bah tiens, pas de contrat. Non, la législation sur les contrats de travail à durée déterminée, elle va s'appliquer pleinement. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, tiens, je fais un contrat, un job d'été. Non, il faut un motif. C'est-à-dire, soit mon jeune y remplace quelqu'un, soit j'ai un accroissement d'activité. Hein, c'est pas un motif, un job d'été. Visite médicale obligatoire avant la prise de poste pour les mineurs.
On a des conditions de travail qui sont adaptées, hein, puisque forcément, hein, on considère que les moins de 18 ans sont un peu voilà, moins aguerris et donc avec des temps de repos qui sont imposés. Il faut savoir quand même que par rapport à l'activité, eh bien, les jeunes mineurs peuvent toutefois être amenés à travailler le dimanche, les jours fériés, la nuit, mais de manière spécifique à l'activité. Il faut vraiment que ce soit votre activité qui le justifie. Par exemple, dans les restaurants, oui, ils vont pouvoir travailler jusqu'à 23h30. Ou dans les boulangeries, et oui, les jeunes, ils vont, par définition, ils vont pouvoir travailler dès 5h ou 6h du matin. Il faut savoir qu'on peut les rémunérer moins que le SMIC, sauf si la convention collective prévoit autre chose. Un jeune qui travaille moins de l'équivalent de 3 SMIC par an est exonéré d'impôts. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'indemnité de précarité sur les jeunes qui travaillent pendant leurs vacances scolaires ou universitaires. Mais attention, il faut vraiment que ce soit pendant leurs vacances. Si le jeune n'est plus en vacances, ça ne marche pas. Donc voilà l'été, hein, les congés. Donc je vous rappelle que quand on est salarié, eh bien on acquiert 2 jours et demi de travail, de congés, pardon, par mois de travail effectif ou par mois, on peut considérer que 4 semaines de travail égale un mois. Est-ce qu'on peut prendre des congés par anticipation? Eh bien non, en ce sens où voilà, on ne dépense pas quand on n'a pas encore gagné. Exemple, je suis rentrée au mois d'avril, j'ai travaillé donc avril-mai, je ne peux pas partir 3 semaines au mois d'août en congé payé, en ce sens où mon employeur ne va pas me payer pendant 3 semaines parce que finalement, je n'ai pas acquis assez de congés. Donc non, dans ce sens-là, je ne peux pas prendre des congés par anticipation par rapport à un travail qui ne m'a pas encore généré de droit à congé. En revanche, je peux parfaitement prendre des congés par anticipation en ce sens où je ne suis pas obligée d'attendre le mois de juin de l'année suivante pour pouvoir prendre des congés. C'est-à-dire que j'ai commencé au mois d'avril, je peux parfaitement au mois de juillet demander à mon employeur de partir en congé pendant 5 jours. Je peux dépenser en fait au fur et à mesure de mes acquis. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que je peux renoncer à mes congés et dire ah non, finalement, moi, les congés, ça ne m'intéresse pas, j'ai besoin de sous. Est-ce que je peux demander une indemnité compensatrice à la place des congés? Eh bien non. C'est d'ordre public, c'est impératif, obligatoire le congé. Vous avez l'obligation de partir en congé payé. L'employeur ne peut pas vous verser d'indemnité à la place. Est-ce que je peux faire don de jours de congé? Ben oui, c'est autorisé. C'est anonyme, c'est soumis à l'accord de l'employeur, mais on peut donner à un collègue qui connaît des difficultés parce qu'il est en charge donc d'un enfant ou d'un proche qui nécessite des soins contraignants. Est-ce qu'on peut prendre des congés pendant la période d'essai? Oui, c'est tout à fait possible si l'employeur est d'accord, mais dans ce cas-là, la période d'essai, elle va être reportée d'autant. Alors attention, par contre, si on est en mesure disciplinaire et qu'il y a une mise à pied conservatoire, eh bien, il n'y a pas de congé payé qui se cumule avec la mise à pied. Alors, c'est qui fixe les dates et les périodes de congés payés? C'est l'employeur. Alors après, avis des représentants du personnel s'ils existent dans l'entreprise. Et il faut savoir qu'un employeur ne peut pas changer les dates de congés payés moins d'un mois avant la date. Normal, vous avez des projets, vous avez refusé. Mais que si vous êtes d'accord, ou s'il arrive un événement imprévisible, eh bien, il se peut que les dates de congés soient modifiées. Alors, événement imprévisible, ça suppose quand même quelque chose d'assez important dans la vie de l'entreprise. Les critères pour fixer les dates de congés payés, eh bien, c'est évidemment la prise en compte de la situation familiale, avec notamment les dates de vacances scolaires, les possibilités pour le conjoint d'avoir telle ou telle date, c'est l'ancienneté du salarié, c'est les éventuelles dates de congés chez les salariés multi-employeurs, etc. Les dates de droit de garde, évidemment, aussi pour les salariés qui sont divorcés. Et quand on est tous les deux en couple dans la même entreprise, on a le droit à un congé simultané. Si le salarié ne respecte pas ses dates de congé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut être sanctionné, il peut même être licencié, sauf bien sûr s'il a été empêché
de rentrer à temps, par exemple. Et dans ce cas-là, bah, une grève des ferries, des avions, etc., un événement important, et bien à partir du moment où le salarié justifie rapidement du pourquoi de la chose, il ne pourra pas être sanctionné. Il ne peut pas être considéré, bien sûr, comme démissionnaire hein, s'il n'est pas revenu alors qu'il était bloqué par un événement imprévisible. Est-ce que l'employeur peut imposer une fermeture de l'entreprise pour congé? Eh bien oui, et le temps qu'il veut. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'existe plus ce qui avait pu à un moment exister. C'est-à-dire, vous avez peut-être entendu parler du du chômage partiel, congé payé. Ça n'existe plus depuis belle lurette. Donc, une fermeture d'entreprise pour un salarié qui n'a pas acquis assez de congés, comme on a vu tout à l'heure, qui n'a pas acquis de jours et demi par mois de travail effectif, eh bien, se traduira par du congé sans solde, hein, du congé non rémunéré pour le salarié. Alors, on compte les congés payés en jours ouvrables, c'est-à-dire qu'on compte du lundi au samedi, ça c'est la règle, mais on peut très bien aussi les compter en jours ouvrés, c'est-à-dire en retirant les 2 jours de repos hebdomadaires, mais à partir du moment où ça ne laisse pas le salarié. Et ça signifie également que ces méthodes-là, on pourrait faire lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable dans l'entreprise de repos ou pour les salariés qui sont en jour ouvré, également un jour de repos. Eh bien, ce jour férié ne va pas être considéré comme un jour de congé. Ça veut dire que le salarié va avoir droit à un jour de congé en plus. Exemple, le 15 août, il est férié, il n'est pas du tout travaillé dans l'entreprise. Si votre 15 août tombe un samedi et que vous êtes en jour ouvrable, eh bien, vous avez le droit à une journée en plus. On ne va pas compter le 15 août comme jour de congé, on va le compter comme jour férié chômé. Et c'est la même chose si vous êtes en méthode de jour ouvré ou que si vous êtes à temps partiel. Par exemple, je suis à temps partiel, je ne travaille pas le mercredi, je suis en méthode jour ouvré. Eh bien, mon 15 août qui tombe un mercredi, on ne va pas me compter un jour de congé, on va me considérer comme étant en repos. Que se passe-t-il si le salarié est malade au moment de partir? Eh bien, en fait, il conserve ses congés qui vont être reportés. En revanche, eh bien, l'employeur pourra très bien décider des dates de congés, dire bah, toi tu étais voilà, tu étais malade, mais je vais te demander de prendre tes congés au retour de ton arrêt maladie. Il ne peut pas verser une indemnité compensatrice, un employeur. Et si le salarié est malade pendant ses congés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tant pis, le pauvre, il ne profite pas de ses congés, mais il va cumuler ses indemnités de sécurité sociale et son salaire de congé payé. Il n'y a pas de report dans ces cas-là. Bon, ce n'est pas tout à fait la position de la jurisprudence européenne, mais en tout cas, en droit français, c'est ce qui existe pour le moment. Est-ce que le salarié en congé a le droit au congé pour événements familiaux quand il est déjà en congé payé? Eh bien non, parce qu'en fait, le congé pour événement familial, quand on se marie, quand on se paxe, quand on a malheureusement un décès, eh bien en fait, il a pour objectif de donner du temps, de la disponibilité aux salariés. Mais si vous êtes déjà en congé payé, eh bien, sauf disposition conventionnelle plus favorable, vous n'avez pas le droit à des jours en plus. Donc en fait, il faut, entre guillemets, pas se dire, bah tiens, je me marie cet été, je prends une semaine de congé avant, je prends mon congé mariage au milieu, je prends mon congé après. Eh bien non, parce que votre employeur, il peut très bien vous dire, non, non, tu es 15 jours ou 3 semaines en congé payé parce que tu n'as pas le droit au congé payé. Donc, il faut faire bien attention à vos prises de date. Alors, par contre, évidemment, vous pouvez peut-être vous arranger avec votre employeur à dire, je prends d'abord mon congé mariage et ensuite mon congé payé. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir, ou malheureusement vous avez un décès pendant vos congés payés, vous n'avez pas le droit à des jours supplémentaires. Vous revenez normalement à la date prévue. Les congés pour fractionnement, hein, quand vous ne prenez pas 4 semaines dans la période entre le 1er mai et le 31 octobre, eh bien, vous avez le droit à des jours supplémentaires pour fractionnement. Et ça vaut dans tous les cas, hein, y compris si vous êtes rentré en cours d'année. Et comment se calcule l'indemnité de congé payé? Quand on est en congé, on gagne la même chose au minimum que d'habitude. Et en fait, ce n'est même pas la règle. La règle, normalement, du Code du travail, c'est que vous devez gagner au moins 10% au prorata, bien sûr, de vos congés,
des salaires que vous avez perçus pendant la période donc d'acquisition de vos congés sans que vous puissiez avoir donc moins que ce que vous auriez eu si vous aviez travaillé. Donc je vous remets après sur le slide ce qu'on inclut justement dans les indemnités et je vous renvoie donc à la lecture des slides pour plus de détails. L'agenda, alors pour rappel, toutes les entreprises qui ont plus de 11 salariés doivent obligatoirement, avant le 31 décembre 2019, avoir procédé aux élections de représentants du personnel. Donc il faut que ça fasse tilt. Je vous rappelle que de ne pas procéder aux élections de représentants du personnel, c'est être en délit d'entrave et c'est du pénal. Donc ne pas oublier ça. Et tour d'horizon des projets, eh bien moi j'ai envie de dire que mon niveau en social, il n'y a vraiment pas grand-chose.